Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, et ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, comme qui dirait, prendre la défense de l'Afrique tous azimuts, parce que, comme le dit la pensée du jour, on jette un coup d'œil, c'est aux Africains et aux Africains seuls de défendre l'Afrique. Voilà pourquoi la DRTV a prévu ce plateau de combat panafricain pour que nous puissions nous ouvrir les yeux. Au menu d'aujourd'hui, calez-vous bien, donc comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation, 5e partie. Au menu d'aujourd'hui, 10 plats triés sur le volet pour vous. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé de l'information par les réseaux sociaux pour que nous puissions donc ouvrir les yeux de tout le monde, faire comprendre aux Africains que l'Afrique est en guerre et que nous avons intérêt, nous aussi, à nous rassembler, à mutualiser nos forces, nos intelligences et notre sagesse, pourquoi pas nos moyens pour nous en sortir, pour combattre l'Occident impérialiste. Donc nous n'allons pas beaucoup parler parce que justement, chaque fois, le temps est contre nous. Premier plat, calez-vous bien mesdames et messieurs. C'est l'histoire d'un homme d'affaires chinois qui possède plusieurs usines en Éthiopie. Le pétrole, les matières premières et les pièces détachées viennent de Chine en passant par le port de Djibouti et qui sont ensuite transportés dans des camions remorqueurs qui vont parcourir toute une route vers Addis Abeba. Tout se passait très bien jusqu'au jour où le Chinois décide de diminuer le coût du transport. Il eut donc l'idée de construire une ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti mais qui représentera en réalité un grand intérêt pour la Chine. Pour cela il est parti proposer ce projet de 4,5 milliards de dollars aux deux chefs d'État, djiboutiens et éthiopiens. Comme Djibouti est tellement fauché et n'a pas les moyens d'investir pour un tel projet, le Chinois lui propose de prêter un crédit de 569 millions de dollars, qui sera remboursé en plusieurs échéances et le reste sera du côté éthiopien. Le président était d'accord pour cette opportunité. Mais avant de prêter cet argent, le Chinois avait des conditions, qui seront comme suit. 1. Le projet de construction doit être attribué à une entreprise chinoise. 2. Toutes les locomotives et wagons devront être achetés de la Chine. 3. Tous les matériels de construction devront être importés de la Chine. 4. Toute la main-d'œuvre doit être réalisée par des Chinois. 5. Une partie du financement devrait être versée comme commission et sera partagée entre les décideurs de ce projet. 6. Et en dernier, le financement de ce projet sera géré par les Chinois et par l'intermédiaire d'une banque chinoise à Djibouti appelée Exim Bank. Le président a fini par accepter les conditions et s'engage à signer le contrat avec les Chinois qui transféreront l'argent directement vers l'Exim Bank à Djibouti. Durant le travaux, l'Exim Bank à Djibouti paiera à la Chine le prix des locomotives et des wagons chinois, les matériels de construction de Chine, la main-d'œuvre chinoise, les commissions de la mafia fantôme chinoise du projet. Une fois la construction est terminée et que tout l'argent de la banque est dépensé, les Chinois remettent de bonnes mains au président IOG les clés de cette nouvelle ligne ferroviaire de Nagaad pour l'inaugurer devant les Djiboutiens. Au deuxième jour de l'inauguration, le Chinois vient frapper à la porte du président pour lui remettre les documents du crédit hypothécaire de 569 millions de dollars, soit plus de 100 milliards de francs Djibouti. Maintenant l'État djiboutien doit rembourser toute la somme empruntée à la Chine tout en sachant que tout cet argent emprunté est déjà retourné à la Chine qui a bénéficié durant les travaux. Autrement dit, les Chinois ont repris indirectement leur argent, qu'ils avaient prêté à l'État djiboutien, il ne reste plus qu'à rembourser ces arnaqueurs professionnels chinois avec l'argent des pauvres contribuables djiboutiens. Finalement vous comprenez à quel point les Chinois nous ont doublement bien arnaqués avec un putain de train que très peu de djiboutiens l'utilisent. Et sachez chers Africains qu'ils continuent toujours à envahir toute l'Afrique par la dette avec différentes techniques de business arnaque, made in China. Voilà, donc après avoir souffert les affres de l'esclavage et de la colonisation, dans laquelle nous sommes encore, dans la néocolonisation. Donc, après donc, la France-Afrique, l'Afrique n'a pas besoin de vivre la Chine-Afrique de la même manière. C'est esclave, on n'aime pas ça. Ouvrons l'œil et le vrai. Est-ce que l'arnaque à Djibouti, c'est une information ou une infox aux spécialistes de se pencher sur la problématique? Deuxième plat, les Noirs, ils sont traqués, ils sont maltraités partout à travers le monde. On nous accuse d'être des nuls, de n'être pas entrés dans l'histoire. Mais il y a une vérité qui les dérange. La vérité qui les dérange, mesdames et messieurs, qui fait notre fierté, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Ernie Kengouya. La vérité qui les dérange. Et que nous sommes des femmes et des hommes intelligents, puissants, riches, novateurs, créatifs, combatifs. Nous sommes des gagnants. Nous devons nous résumer à une seule chose, la réussite.
Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Wole Soyinka, prix Nobel de littérature. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix. Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Nelson Mandela, Kofi Annan, Barack Obama, prix Nobel de la paix. Il est temps pour nous de nous inspirer de nous-mêmes. Tu veux devenir un homme d'affaires? Ne pense pas à Bernard Arnault. Pense à John H. Johnson. Tu veux devenir une femme d'affaires? Pense à Ursula Burns. Tu veux devenir une grande scientifique? Pense à Patricia Bass. Un grand inventeur? Pense à Lonnie Johnson. Un philosophe? Pense à Cornel West. Écrivain? Pense à Aimé Césaire. Écrivaine? Pense à Maya Angelou. Pianiste? Pense à Ray Charles. Guitariste? Jimi Hendrix. Violoncelliste? Sheku Kanemason. Chanteuse d'opéra? Jessie Norman. Gymnaste? Simone Biles. Danseuse classique? Misty Copeland. Basket? Michael Jordan, plus grand basketteur de tous les temps. Golf? Tiger Woods, plus grand golfeur de tous les temps. Mohamed Ali, Carl Lewis, Serena Williams. Tu es capable de devenir tout ce que tu veux être, même astronaute, comme Mae Jemison et Guyonne Bluford. Donc ne laisse ni les médias, ni la société te convaincre du contraire. Et je sais, le chemin sera long. Tu verras que, très souvent, tu seras seul. Certains de tes amis qui prétendent t'aimer ne soutiendront pas tes combats, resteront silencieux. Et sache une chose, ceux-là ne sont pas tes amis. Tes idoles garderont parfois le silence. La justice te tournera le dos. Tu verras des choses qui te choqueront, qui te donneront envie d'hurler et de pleurer. Tu te sentiras souvent incompris, perdu, fatigué de devoir gérer toutes ces émotions à la fois. Parfois, tu auras une haine si profonde en toi qu'elle te fera peur. Ne la laisse pas te détruire. Ne la laisse pas te faire perdre ta lucidité. Parfois, tu voudras arrêter de penser, arrêter de réfléchir. Parfois, tu te diras que tu préférerais ne rien voir et ne rien savoir. Parfois, tu te diras que tout aurait été plus facile si tu n'avais pas été noir. C'est normal. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Sois fier de ce que tu es. Tu es plus que ta couleur de peau. Tu es plus qu'un noir. Tu es le futur. Voilà, retour sur ce plateau. C'est autant dire, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas ce qu'on nous a toujours fait croire. Nous ne sommes pas des animaux, on n'est pas des macaques, on n'est pas des nuls. On n'est pas entré dans l'histoire, c'est des faussetés. Ce sont les valeurs que nous avons dans tous les domaines de la vie qui font notre force, notre fierté. Et c'est à cause de ça que ça les dérange nulle part où les négros ne sont pas excellents. Nous avons toujours un ceinture noire quelque part dans tous les domaines de la vie. Cela dit, quel est le but principal de la vie, justement? Il faudrait que la sagesse d'un homme sage nous enseigne. Aujourd'hui, c'est quoi déjà le but principal de la vie? Parce que des fois, on se perd en conjoncture, on se perd dans tous les sens, on ne sait même pas pourquoi nous sommes là. Ernik Kengouya.
Voilà. Merci au Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains, pour cette grande leçon qui, vous l'aurez compris, s'adresse à l'Occident impérialiste. Parce que l'Afrique se comporte tel que dit justement par le Dalai Lama. L'Afrique est inoffensive. L'Afrique, depuis toujours, est hospitalière. L'Afrique, depuis toujours, n'est pas belliqueuse. L'Afrique, depuis toujours, n'a jamais cherché des problèmes. L'Afrique a toujours et toujours subi. Mais maintenant, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Que le Dalai Lama donne donc les leçons qu'il faut à l'Occident impérialiste pour qu'elle puisse comme ça là, lâcher les baskets de notre continent, parce que nous aussi, nous avons le droit de vivre. Cela dit, l'Afrique bouillonne, mesdames et messieurs. Les jeunes sont debout partout, des panafricanistes, parce que l'Afrique est en guerre, et vous nous voyez en tenue de combat. Justement, c'est aux Africains et aux Africains seuls de défendre l'Afrique. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et lorsque nous le faisons, on crie au scandale et on crie au sentiment anti-français. On interpelle nos chefs d'État pour les intimider, comme pour dire, on parle trop du mal de la France, comme si la France était innocente et n'avait jamais rien fait. Suivons l'un de nous répondre à ce cri complètement illogique de sentiments anti-français. Ernie Kengouya. Instruction du président de la République française Macron, qui lui a fait savoir, et hier il a dit explicitement, après le sommet de l'OTAN, qu'il faut que les voix qui suscitent, portent, divulguent ce qu'il appelle le sentiment anti-français dans les pays francophones d'Afrique, se taisent. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le Président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français, là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je ne parle pas en sénoufou, ou en djoula, ou en sérère, ou en wolof, ou je ne sais quoi, soninké, bambara, ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici, en Afrique francophone, rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble, ici comme en France, sans aucune animosité. Donc, ce n'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la Déclaration universelle des droits en France, déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer.
Monsieur le Président, c'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres. Voilà, au commencement était la parole. Et notre frère Mamadou Koulibaly a eu des mots, les mots qu'il faut pour dire les choses. Nous ne sommes pas contre la France, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas contre les Français, loin de là. Nous sommes contre le système mis en place par De Gaulle et Foccart, la France-Afrique. Nous sommes contre les relations incestueuses que Paris entretient avec les capitales africaines, donc entre la France et ses ex-colonies, qui, à ce jour, ne sont encore que des colonies françaises, dépendant étroitement de l'humeur, des sortes d'humeur, de la métropole. Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Alors, mesdames et messieurs, il est question que nous puissions nous pencher sur la grande problématique. Finalement, pourquoi nous sommes des vassaux des autres? Pourquoi l'Afrique reste esclave, subit le joug de l'Occident impérialiste? Sommes-nous une civilisation en déclin ou bien victime d'une destruction? Que dire à nos enfants qui, en grandissant, se rendent compte que nous sommes ce que nous sommes, rien que ce que nous sommes? L'état misérable dans lequel nous nous trouvons. Le professeur Kofi Gomez en fait l'analyse longuement pour nous. Est-ce que nous sommes victimes d'un déclin naturel, de l'ordre normal des choses, ou d'une destruction? Ernie Kikengouya. 1. Pourquoi nous avons été détruits?
Parce que ce n'est pas un déclin. Déclin, ça c'est naturel. C'est quand tu ne peux plus faire face aux défis de ton temps, que tu passes au deuxième rang ou au troisième rang. Mais nous, on a été détruits. C'est ce que dit Chancellor Williams. The destruction of the black civilization. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi nous avons été détruits? Nous avons été détruits parce que, un, nous avons renoncé à la maths. Les pharaons ont renoncé à la maths. Maths, c'est la défense de la justice, de la vérité, de l'équité, de tout ce qui est lié à ce qu'on appelle la survie de l'espèce humaine sous le royaume d'Amon-Ra, dont Math est la fille. C'est pour ça qu'on dit Math carré. C'est le nom même d'Hatchepsout. Ça veut dire Math est le cas divin en tant que fille de Dieu Ra lui-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu renonces aux valeurs fondatrices qui sont à l'origine de ton propre génie, tu renonces à la grandeur. Donc, tu ne peux plus accomplir des nobles desseins dans le monde. Quand tu ne peux plus accomplir des nobles desseins dans le monde, il n'y a que 3 conditions. Tu es esclave, tu es vassal ou tu es colonisé. De toute façon, c'est des formes juridiques. C'est des questions de degré. Parce qu'un peuple qui ne croit pas en ses propres valeurs, c'est un peuple décadent. Deuxième chose, nous avons déclassé hiérarchiquement, socialement, l'élément qui défend ses valeurs. Parce que c'est elle qui nous a transmis. C'est l'élément féminin, c'est la femme. Donc, nous avons choisi de prendre les femmes des Mitanniens, des Asiatiques, pour les mettre dans les palais, dans un harem, où un pharaon pouvait avoir 10 blanches. Et il fait des orgies avec les blanches. Tu vois. Et les blanches font des métisses. Et les métisses deviennent les héritiers du trône. Or, les métisses sont éduqués par leur mère blanche dans la haine des Égyptiens. Parce que c'est un peuple vaincu, dont les femmes ont été dispersées dans nos harems. Ces métis ne sont plus du tout nationalistes, souverainistes, africains. Ils sont cosmopolites. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, quand ils exercent le pouvoir, la première chose qu'ils font, ils utilisent leur puissance pour aider la Mitannie, pour aider le pays de leur mère. Ce qui est normal. Donc, nous avons renoncé au matriarcat. Et qu'est-ce que nos mamans sont devenus? Nos mamans sont devenues des concubines. C'est quoi qu'on appelle une concubine? C'est une femme qu'on ne visite que pour aller se soulager sexuellement. Et nos mamans ont quitté les palais et sont devenues maintenant des femmes, comme on dit, excusez-moi l'expression, ça me fait mal de dire ça comme ça, mais des femmes faciles. Et c'est là où les Mitanniens qui ne pouvaient même pas oser prendre une femme noire, hein, les métis leur disent, prenez toutes les femmes noires, partagez, c'est du gibier, un cheptel sexuel. Voilà la vérité. Voilà la vérité que les nègres ne disent pas. Parce que les nègres disent qu'ils étaient chez eux et tout d'un coup, les blancs sont venus en horde pour les rendre esclaves. Il y a même une expression. On était avec eux. Ils nous ont dit de fermer les yeux. Nous avons fermé les yeux. Et quand nous avons fermé les yeux, ils nous ont donné la Bible. Et ils ont pris nos têtes. Qui t'a dit de fermer les yeux? Espèce de naïf. Donc, le problème, d'ailleurs, tu as fermé les yeux. Ça a duré combien de temps? Ton sommeil, c'était à quel point jusqu'à qu'on prenne ta tête? C'est des illusions, c'est des fantasmes, ça. La réalité, c'est que nous nous sommes nous-mêmes combattus dans des guerres civiles internes. Avec des enfants qui sont des apatrides, excusez-moi l'expression, et qui sont des
des métis. Vous savez, un métis peut tourner mal comme bien. Lorsqu'un métis tourne mal, tout ce qu'il souffre de la part du blanc, il dit que c'est de la faute à son élément nègre qu'il a mis au monde. Donc il a un transfert d'agressivité contre lui-même. Tu vois? Mais il y a aussi les métis qui ont dit hey, le blanc a violé ma mère. À partir d'aujourd'hui, hein? Je ne veux pas porter son nom. Je ne veux pas entendre parler de lui. Je suis du côté de ma mère. Ça, c'est le Jerry Rawlings. Son Excellence Jerry Rawlings. Donc, ça veut dire quoi? Il y a aussi les gens qui ont les fesses entre deux chaises. Tu vois? Ça, c'est le Saga Africa. Yannick Noah, ambiance dans la brousse. Donc, cette question du métissage a été posée correctement par Gobineau. C'est le seul endroit de son livre 1500 pages où il a dit quelque chose de correct. Gobineau. Gobineau a dit le métissage est une arme que les races supérieures utilisent pour fabriquer les ennemis des indigènes, qui sont leurs propres enfants. C'est aussi une arme qui peut se retourner contre les races supérieures. Parce qu'à force de métissage, on finit par avoir un peuple comme au Brésil, où on dit, on ne sait même plus qui est métis. Mais, Gobineau a oublié de dire une chose. Le métissage peut être utilisé aussi pour faire disparaître la race noire. C'est ce qui s'est passé en Argentine et en Uruguay. Tous les descendants des Noirs qui ont fait le tango en Argentine, c'est un mot congolais, mais eux-mêmes ne sont plus en Argentine. Ils ont disparu. Ils ne sont plus en Uruguay. Tous leurs descendants prennent des blanches. De génération en génération. Au bout de la 5e génération, c'est fini. Il n'y a plus de noirs. Et bien, c'est ce qu'on veut faire en Afrique. Ça s'appelle le génocide par dilution des gènes. Donc, à partir de là, l'Égypte a été métissée. L'Égypte a été métissée sous la 18e dynastie. C'est un métissage en éventail. De sorte que quand on arrive à la dynastie des Saïto-Perses, les Saïtes, les Psamétiques et autres, n'est-ce pas? C'était déjà des métis qui étaient contre l'Égypte et qui ne voulaient plus de lien avec la Nubie. Donc, ils voulaient qu'on aille prendre les Nubiens pour les rendre esclaves des Sémites, des Macédoniens, des Grecs, et des Ptolémées, des Romains. Voilà. C'était des gens qui étaient au service des Romains. C'est le 3e facteur. Le 4e facteur, c'est que nous avons perdu la maîtrise de notre système initiatique et éducatif. Comment voulez-vous? Avant, on était formé dans les maisons de vie pour devenir scribe de la maison de vie. On était formé dans les haïtes sébaïtes pour devenir des sages capables d'apporter au peuple ce qu'on peut appeler des visions pour l'éternité, de faire des œuvres d'éternité. On était aussi dans des temples qu'on appelle Houtneter. Et dans les temples, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on formait les initiés supérieurs qui, eux, sont les garants ad vitam aeternam de la grandeur du peuple kémite. À partir du moment où on a fermé les temples, donc le dernier temple, c'est celui de Philae, qui a été fermé par l'empereur byzantin Justinien. Et tous ceux qui voulaient faire le culte égyptien étaient déportés et rendus esclaves. Déportés en Perse, déportés à Byzance, déportés ceci. Nous étions devenus un peuple de déportés. Les maisons de vie ont été fermées. Donc, ceux qui ont étudié sous les Amasis, Amasis c'est un des métis là, les Pythagore et autres, ils nous ont pillés, ils ont pillé nos bibliothèques et ils ont ramené tous nos savoirs en Grèce,
en mettant leur nom, en disant théorème de Pythagore, théorème de Thalès, etc. Pillage! C'est pas moi qui le dis, c'est Luciano Canfora dans son ouvrage intitulé La véritable histoire de la bibliothèque d'Alexandrie. Bien. Ils ont fermé les haïs sébaïtes parce qu'il faut plus de guides et de sages. Quand un peuple est dominé, il n'y a plus que des, comment je peux dire, des gens qui sont des aventuriers insensés. Il n'y a plus de sages. Vous voyez, en Afrique aujourd'hui, vous voyez bien, vous allez à Cotonou, vous voyagez dans les quartiers. Misebo, Sikakoji, Kadjaou, vous allez dans les quartiers. Vous trouvez tout le temps des gens qui veulent tous venir en France, qui veulent envoyer leurs enfants en France, qui veulent mettre leur compte en banque en France s'ils en ont, qui veulent vivre en France même pour mourir dans la mer. Parce que pour eux, le Bénin est un enfer. Donc le blanc a transformé l'Afrique en enfer pour les Kémites. Vous voyez? Donc cela a duré 4 siècles. C'est-à-dire notre auto-destruction a duré 4 siècles. Qui a fait ça? C'est des peuples qui étaient faibles devant nous. D'accord? On les appelle les 9 arcs. Les 9 arcs. Les 9 arcs, c'est qui? C'est les peuples ennemis de la race noire qui ont profité de notre décomposition interne pour faire une coalition militaire contre nous, avec nos propres armes. Qui sont ces peuples? 1. Les ancêtres des Arabes actuels. Voilà pourquoi ils jubilent en Égypte en vendant toutes nos antiquités et en appelant l'Égypte la République arabe unie d'Égypte. Les Arabes. Pour moi, aucun Arabe n'est égyptien. Tous les Arabes qui se trouvent en Égypte sont des descendants d'envahisseurs, prédateurs, esclavagistes. Voilà ma position. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Le professeur Kovi Gomez nous a dit des choses. Merci beaucoup, professeur. Ça nous a ouvert les yeux pour comprendre les choses. Mais nous épinglons quelque chose qui a été rapidement dit et puis c'est passé. Tenez, si tous les négriers venus sur notre continent ici n'avaient touché à aucune fille, à aucune femme de chez nous, ni sur nos terres, ni dans les cales des bateaux là-bas, ni chez eux en Amérique dans les champs de canne à sucre, nous serions encore esclaves jusqu'aujourd'hui. Si le colon qui dirigeait nos pays n'avait touché à aucune de nos femmes, n'était sorti à aucune de nos beautés, avec aucune de nos beautés, en tout cas, nous n'aurions pas encore chanté indépendance tcha-tcha. Même les indépendances de façade, nous ne les aurions pas encore eues. L'Afrique serait encore dirigée administrativement par les autres. Ainsi donc, tant que nos femmes s'inquiètent des artifices que les autres leur imposent pour canon de la beauté, nous resterons esclaves. L'Afrique ne deviendra jamais souveraine parce que nos femmes sont de vraies Amazones. C'est parce qu'on a touché à nos femmes que nous avons pu devenir indépendants. Et lorsque nos femmes vont parler panafricanisme, lorsque dans la diaspora en Afrique, dans la diaspora, dans des foyers mixtes, elles vont éduquer nos enfants à l'Afrique, eh bien, nous atteindrons la souveraineté du continent. En tout cas, femmes africaines, réveillez-vous. Il y aura un épisode de Comprendre le monde, Comprendre l'Afrique, spécialement pour vous, dans les jours à venir. Alors, 6e plat. Nos femmes ne devaient pas se travestir pour qu'on ne nous prenne pas même notre culture. Mais il se trouve qu'on dirait qu'elle a été volée, notre culture. Non seulement nos objets d'art sont là-bas, la culture étant ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu, il faudrait que nous en soyons vraiment jaloux. Le Québec. On dirait bien qu'il est maintenant chez les autres, en Europe ou ailleurs. Regardons avec attention et indignons-nous. Ernick Kengouya.
Voilà. Heureusement que le général Norbert Dabira avait veillé à faire tout un documentaire sur notre Québec national. Et heureusement qu'il est reconnu maintenant et protégé jusqu'à l'UNESCO. Ce piratage culturel-là, nous devons nous en méfier et ne pas le prendre à la légère. On ne doit pas nous voler notre culture. C'est tout ce qui nous reste lorsque nous avons déjà tout perdu, après des siècles et des siècles d'esclavage, de colonisation et même de néocolonisation. Ainsi donc, mesdames et messieurs, il est temps que nous puissions écouter un fils de chez nous, vivant en France, un rappeur, un musicien, lettre à la République, dénonçant le comportement de l'impérialiste contre les nôtres qui sont là-bas. Parce que nous, ici en Afrique, nous disons, ah, ils sont bien là-bas en France, ils sont bien ailleurs, ils sont bien en Europe, ils sont bien aux États-Unis, ceux qui sont partis. Erreur grave. La République ne se comporte pas de la même manière avec les leurs qu'avec les nôtres. Autrement dit, avec les siens qu'avec les nôtres. Liberté, égalité, fraternité, ça devrait être pour tout le monde. Mais il se trouve que liberté, égalité, fraternité, c'est pour eux. Nous autres, c'est l'anarchie. Du fait de l'injustice. Ne parlons pas trop, mais laissons parler Kerry James, lui qui a vécu la chose, qui a les mots pour dire les choses. Ernik Kengouya. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. De monter aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui? La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes coups
pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Voilà, merci Kerry James, mesdames et messieurs. Nous devons briser ce mythe-là de l'Occident, de l'Eldorado qu'est Paris et l'Europe. Nous avons été en immersion là-bas, en Europe, en France, à Paris, et nous avons vu que ça ne ressemble pas à ce qu'on nous a toujours dit ici. Que les nôtres ne soyons pas complexés, ne vivent pas là-bas mieux que nous, et que leur bonheur n'est que relatif. Parce que nous sommes là-bas, nos parents, nos frères et sœurs, sont le carburant biologique de l'Occident. Métro, boulot, dodo. C'est l'énergie qui fabrique la France et le reste de l'Europe occidentale, impérialiste. Et nous aimerions que toute cette énergie revienne chez nous-mêmes ici, travaille ici. Et que les nôtres ici, les dirigeants d'ici, comprennent et mettent les conditions qu'il faut pour que l'exode se fasse maintenant dans le sens contraire. Que toute la diaspora, toutes les diasporas africaines reviennent au continent. Et vous allez voir, un trimestre c'est beaucoup. Nous redeviendrons la première puissance mondiale. Cela dit, qui sommes-nous? On va découvrir le génie noir dans l'histoire. Déjà que Kerry James souligne bien, on n'est pas arrivé ici par hasard. Et il demande qui profite de qui dans l'histoire, nous savons bien. Mais il s'est trouvé un génie, un des nôtres, dans les années 60 ou 50, nous allons découvrir ensemble, qui avait été comme ça là, super génie, et qui a été affronté par les autres, les intellectuels des autres. Mais regardons seulement comment ça s'était passé, comment ça s'était terminé pour Babassi, notre frère sénégalais, un vrai négro de chez nous, un vrai fils digne d'Afrique, Ernik Kengouya.
voilà, africain et fier de l'être, noir et fier de l'être, tel que nous voyons en tenue de combat, eh bien, l'accident dans lequel meurt notre champion, si nous avions les nôtres, hein, pour mener les enquêtes impossibles, ils découvriraient qu'il y avait autre chose. C'est pas grave. C'est ça la problématique, mesdames et messieurs, on doit s'ouvrir les yeux. Chaque fois qu'un Africain émerge, on lui prépare une mort certaine. Nos savants sont assassinés comme ça, là. Même les maux les plus graves qui déciment l'Afrique, nous avons des génies en médecine, dans tous les domaines, capables de les combattre, mais chaque fois, ils sont assassinés. Et tant que l'Afrique ne va pas ouvrir les yeux, tant que nos dirigeants ne vont pas protester énergiquement, il en sera toujours ainsi. Ernie Kengouya, qu'est-ce qui se passe quand les nôtres découvrent quelque chose qui peut soulager nos douleurs et nos malheurs? On ne peut plus se taire, on ne doit plus se taire. La toile bruisse des rumeurs de mort subite, violentes, inexpliquées, de savants noirs qui ont trouvé des remèdes pour les maladies du siècle. Et ça fait longtemps que ça dure, et ça continue. Nanan Kofi Drobo II était tradit praticien et avait trouvé des remèdes à base de plantes pour le traitement du VIH-Sida. Il est mort pendant sa garde à vue le 25 août 1992. Le docteur Sebi, qui est également tradit praticien et qui avait trouvé des remèdes à base de plantes pour traiter aussi le VIH-Sida, meurt pendant sa garde à vue le 8 septembre 2016. Le docteur Gildo Biamungu, gynécologue qui soignait les femmes victimes des viols en RDC, a été assassiné le 14 avril 2017. Le professeur Adama Ly, cancérologue sénégalais, est retrouvé mort le 30 juillet 2018 dans son appartement parisien, 4 mois après avoir donné ses derniers signes de vie. Le docteur Dieudonné Manenga, du Congo RDC, qui a mis au point un remède contre le paludisme à base de l'artémisia, est assassiné le 16 septembre 2019. Le professeur Donatien Mavungu du Gabon, inventeur d'une solution contre le sida et le cancer, est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel le 4 février 2020. Ces disparitions tragiques laissent bien sûr leur famille endeuillée, et je ne connais pas de mots assez doux pour apaiser leur chagrin. Mais c'est toute notre communauté, toute notre humanité qui est endeuillée. Combien d'années, de générations faudra-t-il encore attendre pour que de tels êtres naissent de nouveau parmi nous? Sur le plan politique déjà, depuis les indépendances sanglantes, nous attendons encore les remplaçants de Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Ange Diawara, Marcus Garvey, Marie Ngouabi, Pierre Moulélé, Gaston Souminialo, Ruben Nyobé et bien d'autres encore. Même s'il est humain et légitime de vouloir la reconnaissance de vos pairs, la juste rétribution pour vos longues années de recherche, vous, hommes noirs, aux têtes bien faites et bien pleines, renoncez à déposer des brevets auprès des organismes européens ou internationaux. Au mieux vous serez copiés, au pire éliminés, parfois même de la main de vos propres congénères. Les enjeux de la santé ne sont plus étatiques, mais mondiaux. Les intérêts colossaux de ces Goliaths de l'industrie pharmaceutique ne laisseront pas les David de la recherche africaine, ressortissants d'États démissionnaires et incapables de les soutenir, une chance de les priver de leurs profits juteux. Entre continuer à vendre des médicaments au mieux inefficaces, au pire dangereux, mais rentables, et tester des nouvelles molécules en rétribuant les détenteurs des brevets, leur choix est vite fait. Alors, de grâce, vous qui avez découvert une thérapeutique efficace, gardez le silence pour rester en vie très longtemps encore. Pour vous, pour vos proches, pour nous. Car si dans la modestie de ces vies imposées par les rapaces qui nous gouvernent, vous ne soignez pas les maux de nos pères, de nos mères, de nos frères et de nos enfants, qui le fera?
si ces thématiques identitaires, centrées sur la Combien d'Africains, combien de filles et de fils de chez nous doivent encore être assassinés, doivent encore mourir, doivent encore crever pour que nos dirigeants s'indignent, osent comme ça la frapper du poing sur la table, sinon renverser la table comme pour dire trop c'est trop. Nous perdons tous nos cerveaux. Maintenant, comment pouvons-nous devenir demain? Comment pourrons-nous conquérir ou reconquérir notre souveraineté? C'est la grande problématique. Mais bon, pour atterrir, mesdames et messieurs, le coronavirus en question, qui nous a donné la coronisation, c'est déjà quoi? Parce que nous sommes prisonniers. La dernière fois, on nous a dit ici, des humains. La différence entre les humains et les moutons, c'est justement, il n'y a aucune différence. Parce qu'à cause du coronavirus, nous voilà confinés. Des humains confinés. Des humains complètement déshumanisés. Voilà ce que nous sommes devenus. Mais puisque nous écoutons les Blancs, ils ne sont pas tous impérialistes. Ils ne sont pas tous criminels. Ils ne sont pas tous complices. Ils ne sont pas tous coupables de nos malheurs. L'un d'entre eux, un éminent savant de chez eux, va nous ouvrir les yeux au moment où nous atterrissons sur le coronavirus en question que d'aucuns appellent la Covid-19 et que nous ici, par rébellion culturelle, appelons le Covid-19, refusant ainsi d'obéir aux injonctions de l'Académie européenne, sinon de l'Académie française. Alors, la vérité sur le coronavirus, c'est déjà quoi, mesdames et messieurs? Que chacun puisse tirer ses conclusions après, parce que nous sommes à l'atterrissage. Ernik Kengouya. Frédéric Chaumont pour le site véritécovid19.fr. Bonjour à tous. Voici la vérité sur le vaccin que le nouvel ordre mondial veut nous imposer à tous. Avant d'aller plus loin, un avertissement sur cette vidéo nous semble nécessaire. Tout ce que vous allez voir et entendre sur cette vidéo a fait l'objet de recherches très poussées grâce au concours du professeur Jean-Bernard Fourtillan et grâce au docteur Christian Thalschaller. Tout ce que vous allez entendre est entièrement vérifiable sur les liens qui figurent sous cette vidéo et également sur le site www.vérité-covid19.fr. Observons ce brevet WO 2020 06 06 06 A1 dont le demandeur n'est autre que la société Microsoft créée entre autres par Bill Gates. Ce document date du 26 mars 2020. J'ai bien dit le 26 mars 2020. Ce brevet couvre une très grande quantité de pays, en fait la quasi-totalité de la planète. Observons ce schéma de plus près. Système de crypto-occurrence utilisant les données d'activité corporelle. Qu'est-ce que c'est? Le petit bonhomme, en bas à gauche, c'est vous, c'est moi, le premier venu. Le cadre sensor, ce sont les nanoparticules qui seront ajoutées dans le flacon du vaccin. C'est un peu comme la puce que l'on implante sous la peau de votre chat ou de votre chien. La différence, c'est que l'on va en retrouver des milliers, voire des millions, dans une seule dose vaccinale. Une fois injectés avec le vaccin, vous les garderez jusqu'à la mort et même après. Impossible de s'en débarrasser, vous êtes marqué à vie. Le cadre User Device, qu'est-ce que c'est? C'est votre téléphone portable. Celui-ci va pouvoir communiquer avec les nanoparticules qui circuleront dans vos veines. Bien entendu, votre téléphone portable est connecté à Internet avec quoi? Avec les nouveaux réseaux 5G, bien entendu. Dès lors, vous êtes repérable, localisable par les autorités à tout moment du jour ou de la nuit. Voilà qui est énervant. Vous voulez jeter votre portable dans une rivière? Vous voulez le faire exploser dans un four à micro-ondes? C'est dangereux. Mais attention, si vous croisez une personne qui a un téléphone portable, vous êtes repéré de nouveau. Et oui, tous les téléphones portables qui vous entourent vous repèrent. Pour ne plus être repéré, il faudra aller au milieu de l'océan, au milieu du désert ou dans une forêt.
à condition de ne croiser personne qui aurait un téléphone portable. Et si tout le monde jette son portable? Ah oui, mais il ne faut pas oublier que les relais 5G peuvent sans problème se retrouver dans les compteurs électriques, dans les structures de mobiliers urbains, les arrêts d'autobus, dans les radars, les feux rouges, etc. Dès lors, pour ne plus être repéré, il faudra changer de planète. Simplifions maintenant notre schéma. Le vaccin et les nanoparticules sont mélangés dans la seringue. Et le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt. Et par la magie des réseaux 5G, votre localisation n'est plus un secret pour les autorités. Qu'y a-t-il au menu de ce vaccin? Voici un résumé des calamités du vaccin qu'ils veulent vous injecter dans votre corps. 4 fragments du VIH-1, le virus du sida qui donne aux personnes vaccinées le syndrome du sida et l'immunodéficience qui en résulte. Des séquences d'ADN du germe de la malaria qui donne le paludisme aux personnes vaccinées. 157 séquences supplémentaires d'ADN et de protéines, voire brevet US 8 243 718B2, dont la présence et le rôle sont inexpliqués. Des nanoparticules qui permettront un contrôle définitif des personnes vaccinées grâce à la 5G. Le vaccin ChAdOx1nCoV-19 qu'ils souhaitent injecter dans votre corps contient ChAdOx1nCoV-19, coronavirus Covid-19 porté par le vecteur adénovirus ChAdOx1. Les nanoparticules décrites dans le brevet Microsoft PCT US 2019-03-8084 qui permettront de vous contrôler grâce à la 5G. Des désinfectants conservateurs, soit le thymérosal ou le formaldéhyde, et des antibiotiques. Covid-19 est un coronavirus artificiel fabriqué en France par l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV. Covid-19 est le fruit de plusieurs manipulations génétiques effectuées sur une souche de coronavirus SARS-CoV associée au syndrome respiratoire aigu sévère SRAS, résultant d'un échantillon répertorié sous le numéro 03 15 89, collecté à partir de lavage broncho-alvéolaire de patients infectés par le coronavirus SARS-CoV par des scientifiques de l'Institut Pasteur avant 2003 à l'hôpital français de Hanoï, au Vietnam. Première étape, SARS-CoV-1 a été produit par un premier brevet, 2003, brevet européen EP1 694 829 B1, et le brevet US 012 82 24 A1 à partir de SARS-CoV collecté à Hanoï avant 2003. Deuxième étape, SARS-CoV-2 était une continuation du premier brevet US 012 82 24 A1, protégé par le deuxième brevet US 8 243 718 B2 en 2011 à partir de SARS-CoV-1. Troisième étape, Covid-19 a été produit à partir de SARS-CoV-2 en insérant dans son génome 4 séquences du HIV, virus du sida, à ARN. Le père du Covid-19 est le docteur Frédéric Tangy, directeur de l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. Finalement, le Covid-19 a été fabriqué en France par des scientifiques français de l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV, puis transféré à Wuhan, où des Français de l'Institut Pasteur l'ont délibérément relâché à l'insu des scientifiques du laboratoire de Wuhan et du gouvernement chinois. Quand elle dit « le Covid-19 n'est pas un virus chinois », la Chine ne ment pas. Le vaccin, une fois injecté, n'aura pas d'effet dans l'immédiat. Ce n'est que plus tard que vous mourrez de paludisme, du sida ou de n'importe quelle autre maladie contre laquelle votre système immunitaire ne pourra plus rien faire. Finalement, par la création forcée d'une immunodéficience, ce vaccin va vous enlever tout moyen de guérir d'une quelconque maladie, le crime parfait contre l'humanité. Vous mesurez donc bien le degré de perversité de cette arme vaccinale. Nous invitons toutes les personnes qui considèrent les informations de cette vidéo comme des fake news à vérifier leur exactitude sur les liens fournis sous cette vidéo. Ainsi se termine cette séquence vidéo.
que je vous suggère de télécharger sans modération et de partager largement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà. N'est-ce pas que ça fait froid au dos, mesdames et messieurs? Il y a quoi de plus grave que ça? Mais bon, le temps est contre nous. Nous vous rappelons seulement que c'était comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation, 5e partie, avec cette pensée du jour. C'est aux Africains et aux Africains seuls de défendre l'Afrique. Personne d'autre ne le fera à notre place. Ouvrons l'œil et le bon. Et que nos dirigeants, non seulement eux, mais aussi le peuple, réfléchissent après avoir vu tout ce que nous venons de voir, après avoir entendu tout ce que nous venons d'entendre. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.